je ne sais pas vous, mais moi j'ai quitté le monde salarial parce que je n'en pouvais plus du management jupitérien de la grande bourgeoisie parisienne, qui est au cœur de la caste, et qui m'a complètement dégoûté du monde salarial, et c'est à cause d'elle que je suis devenu patron. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, et en fait, je vais parler juste un quart d'heure. Je dédicace cette vidéo, cette capsule à Chantal Rochia qui m'a dit « Votre verve nous manque sur le courrier, donc faites-nous des petites vidéos pleines de verve ». Je vais faire des vidéos si vous voulez. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour que je puisse rebondir, pour faire des vidéos expliquant ou éclairant tel ou tel aspect de ce côté jupitérien de la grande bourgeoisie française dont Emmanuel Macron s'était revendiqué. Vous vous en souvenez, en 2016, il avait annoncé qu'il serait un président jupitérien. Et le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à le revendiquer. C'est une valeur de caste. C'est-à-dire que tous les gens qui appartiennent à la grande bourgeoisie parisienne vivent le monde, conçoivent le monde, parfois inconsciemment, je vais y venir, j'espère que j'aurai le temps, de la même façon que lui. Alors je vais parler un quart d'heure, mais j'aurai pas le temps de tout dire. J'en suis désolé. Si vous avez besoin d'éclairage, demandez-moi ce que vous voulez voir en plus. Mais je voulais qu'on s'amuse un peu aujourd'hui. Voilà. Et puis coucou à Chantal Rochia. Merci de vos bons mots, Chantal. Alors, je voudrais d'abord très rapidement, j'ai même préparé des petites notes, vous voyez, très rapidement dire en quoi consiste ce management jupitérien et cette vision jupitérienne qui existe dans les beaux quartiers parisiens. Alors, je veux dire, la grande bourgeoisie française, elle n'est pas partout en France, elle est à Paris. Elle est concentrée à Paris. C'est un héritage d'Ancien Régime, c'est un héritage de Louis XIV. Vous savez que Louis XIV, pour asseoir son pouvoir, avait rassemblé tous les nobles importants à Paris, à Versailles, très précisément, pour les tenir. Et on a en France cette caractéristique très particulière qui n'existe pas en Allemagne, qui est beaucoup plus déconcentrée, où Berlin ne fait pas tout. Il y a Cologne, il y a Munich, il y a Stuttgart, on a Francfort évidemment, Hambourg. L'Allemagne est un pays déconcentré, décentralisé. La France est un pays monstrueusement centralisé à Paris. Et quand on dit centralisé à Paris, c'est un fantasme. Moi, j'habite à Paris dans le 19e arrondissement. Il n'y a pas de grande bourgeoisie dans le 19e, ou alors elle est résiduelle et elle n'existe pas par son activité dans le 19e. Ce qui fait la grande bourgeoisie parisienne, c'est le 7e, le 6e arrondissement, le 7e, un peu le 5e, le 6e arrondissement, le 7e, et encore pas tous les quartiers, et le 16e arrondissement, et encore pas tous les quartiers, un peu le 8e arrondissement, et un morceau du 17e arrondissement. Mais ceux qui habitent par exemple dans le 16e, au sud du boulevard Excelmans, ne font pas partie de la grande bourgeoisie française. Enfin, ceux qui font partie de la grande bourgeoisie française, c'est la colline de Chaillot dans le 16e, c'est certains quartiers du 8e qui sont des quartiers encore un peu résidentiels, notamment autour de Saint-Augustin, rue Saint-Honoré, près de l'Élysée, et puis les quartiers chics du 7e, Saint-François-Xavier, le Gros Caillou. Si vous habitez près du 15e, vous êtes déjà sorti de la zone d'influence. Voilà. Et le 6e est, lui, devenu la concentration pratiquement à l'état pur, avec le quartier latin, Saint-Germain-des-Prés, de la concentration à l'état pur de cette grande bourgeoisie qui habite une adresse. C'est mon copain Paul Maricoteau qui me disait « Moi, je veux un appartement même minuscule à Saint-Germain-des-Prés parce que je veux une adresse. » Et si vous ne comprenez pas déjà que la grande bourgeoisie parisienne, elle préfère s'entasser à 6 ou 7 dans 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, dans une adresse, plutôt que dans un 130 mètres carrés dans le 19e arrondissement, vous ne comprenez pas la logique de la grande bourgeoisie parisienne qui vit des apparences et qui vit de son statut. Et moi, je connais des grands bourgeois parisiens qui se la pètent, qui vivent dans des réduits minuscules parce que, en fait, ils n'en ont pas les moyens, mais à des adresses, c'est-à-dire dans le centre snob de Paris, on va dire ça comme ça, et ils préfèrent s'entasser, mais ils gardent les apparences plutôt que de vivre dans des quartiers qui sont moins réputés et qui les feraient déchoir. Ça, c'est la grande bourgeoisie parisienne, et c'est elle, dans sa médiocrité, dans son snobisme, dans sa fascination pour les apparences, qui dirige la France, qui la tient et qui lui donne le là. C'est-à-dire que c'est encore elle qui décide qui fait carrière, qui ne fait pas carrière, qui est bien, qui n'est pas bien. Il y a deux camps, ceux qui en font partie, ceux qui n'en font pas partie. Et justement, je préparais quelques notes pour tenir 15 minutes, mais si j'ai pas fini, je referai une deuxième vidéo, si ça vous intéresse, bien entendu.
Je voudrais dire que pour caractériser cette logique jupitérienne, c'est vraiment le système où il y a ceux qui font partie de l'Olympe, c'est-à-dire les dieux qui décident. Ce sont ceux qui ont les bons diplômes, les bonnes origines sociales, qui ont fréquenté les bons lycées, qui ont fréquenté les bonnes grandes écoles. Eux, ils sont dans l'Olympe, ils décident, voilà, et la vie tourne autour d'eux. Et puis en dessous, il y a le simple mortel qui mérite à peine d'exister, dont tout le monde se fout. Et il peut être un bon bourgeois bordelais ou un ouvrier de Lens ou de Béthune, il est dans la même sphère d'obéissance. Il y a ceux qui décident, donc qui ont le droit de réfléchir, qui ont le droit de prendre des décisions, c'est ceux de l'Olympe. Et en dessous, il y a ceux qui exécutent et ceux qui obéissent. Ça, c'est profondément la logique jupitérienne qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans les entreprises, avec, je dirais en rebond par un système de ruissellement, le patron qui considère qu'il décide tout seul, dans la majorité des cas. En France, en tout cas, je ne parle pas de l'Alsace qui fait partie d'un monde différent. Il peut y avoir des situations résiduelles différentes, mais d'une manière générale, en France, le patron considère qu'il ne peut débattre, réfléchir en termes stratégiques qu'avec des gens qui lui ressemblent, qui appartiennent à la même caste que lui. Et donc, l'ouvrier, il est là pour fermer sa gueule et obéir, et ne surtout pas dire « Ah, mais à propos, vous mettriez la manivelle à gauche plutôt qu'à droite, on gagnerait de la productivité, c'est ferme ta gueule, t'es qu'un ouvrier. » Ceux qui décident, c'est nous. Voilà. Et ceux qui pensent, c'est nous. Et donc, il y a cette vision vraiment entre l'Olympe et puis les simples mortels. Et entre les deux, ce sont deux planètes différentes. C'est-à-dire que les gars, ils vont vous faire des sourires en face, ils vont vous dire, cher ami, ils vont vous offrir un whisky ou un café ou ce que vous voulez, mais ils ne vous inviteront jamais chez eux. Et ils vous mépriseront hautement, hein, tout en vous faisant des sourires. Ils vous mépriseront hautement. Ça, c'est une logique de caste. Et ça, c'est une logique jupitérienne. Voilà. Et je sais que je vois plein de gens qui se confrontent finalement à ces milieux sans les connaître et qui ne décodent pas ce qui n'est pas dit dans ces milieux et qui se disent non mais il a été très sympa avec moi, mais il m'a fait des sourires, il m'a posé des questions. Oui, enfin, il te méprise. Et l'art de la grande bourgeoisie parisienne est de vous faire croire qu'elle vous estime alors qu'au fond elle vous méprise et que vous n'existez pour elle que dans la mesure où vous lui rapportez quelque chose. Vous lui rapportez de l'argent, vous lui rapportez de la main-d'œuvre, des services gratuits, une aide qu'on peut espérer et qu'on ne rendra jamais, bien entendu. Hein, et sur le fond, vous ne servez qu'à ça. La grande bourgeoisie parisienne, elle peut avoir les plus grands sourires du monde pour vous dire « tu n'es qu'une merde ». Et si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ça. Et si vous vous arrêtez au sourire et que vous dites « ils m'ont fait un sourire, donc ils m'estiment », eh bien vous n'avez pas compris le fond des valeurs de la grande bourgeoisie parisienne, qui est de mépriser tout ce qui n'est pas elle. Et ce qui n'est pas elle, je le redis, c'est un réseau très fermé de milieux sociaux. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai été fils d'ouvrier, fils de maçon. Ma mère était femme de ménage, donc les grands bourgeois parisiens m'ont toujours pris pour une merde. Alors, ce qui les étonne, c'est que je leur rends bien. Alors, en disant, il a des problèmes psychologiques, ou il a mauvais caractère, c'est un caractériel. Non, c'est juste que je vous emmerde autant que vous m'emmerdez, les mecs. C'est une private joke pour ceux qui disent en ce moment il est bougon, il est je sais pas quoi. Non, je suis pas bougon, juste je vais vous chier dessus. Voilà, private joke. Mais globalement, il faut venir des bons milieux sociaux. Si vous venez, si vous êtes fils de paysan, vous n'en ferez jamais partie. Alors peut-être que vos enfants parviendront à en faire partie, peut-être que vos petits-enfants parviendront à en faire partie, mais vous, parce que vous êtes fils de paysan, vous avez beau être le gars le plus brillant du monde, vous n'en venez pas et vous n'en serez jamais. Et ça, c'est la tradition d'ancien régime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande bourgeoisie parisienne, elle se considère comme l'héritière de l'aristocratie qui dominait ce pays jusqu'en 1790, qui ensuite a perdu de sa superbe dans des conditions qui restent à discuter, qui mériteraient de longues digressions historiques, mais dont on peut dire qu'à partir de 1830, l'aristocratie, dans sa version d'Ancien Régime, elle a disparu. Alors, il en reste des traces parce que certains aristocrates sont parvenus à s'embourgeoiser, et notamment à faire des mariages riches avec des bourgeois, des grands bourgeois industriels de l'époque, mais globalement, dans les années 1820-1830, les années de la Restauration, on assiste à la bascule définitive de la tyrannie du titre vers la tyrannie du compte en banque et du statut social.
Alors ceux qui veulent comprendre comment ça marche, eh bien lisez évidemment La recherche du temps perdu de Proust, et vous verrez l'histoire du prince de Guermantes, du duc de Guermantes, qui illustre parfaitement l'évolution des valeurs et montre comment un certain nombre d'aristocrates sont parvenus à garder, à sauver leur position sociale, et sur des bases qui diffèrent assez fortement de la bourgeoisie d'aujourd'hui. Mais la bourgeoisie d'aujourd'hui, les grandes bourgeoisies parisiennes, elle est l'héritière de cet esprit de caste où il y avait une aristocratie qui dominait et où les autres étaient des manants, devaient obéir. Hein. Bon. Et il était hors de question qu'on les prenne en compte comme des êtres humains. On les prenait en compte comme des serfs, comme des sous-êtres, mais certainement pas comme des égaux. Et la grande bourgeoisie parisienne est héritière de ça. Et dans son histoire, elle a repris ce grand fantasme cartésien, de cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc dans la grande bourgeoisie parisienne, il y a vraiment cette idée que la pensée est un exercice qui se fait seul dans une chambre. On va réfléchir pour tout le monde. Il y a des esprits qui sont capables de penser, et puis il y a ceux qui vont obéir. Voilà. Et ça, c'est 80% du management de la grande bourgeoisie française aujourd'hui. C'est dans une entreprise, si vous êtes reconnu comme un grand bourgeois, vous serez associé au plan stratégique, comme on dit, le baratin du plan stratégique. Vous serez associé aux réflexions gratuites, si j'ose dire, aux réflexions d'ampleur, aux réflexions libres. Si vous n'en faites pas partie, vous allez attendre que le patron vous dise quel est le plan stratégique qu'il a concocté dans sa chambre, et vous êtes prié de vous émouvoir en disant qu'est-ce que c'est génial, bien entendu je vais obéir. Et généralement le plan stratégique qui est élaboré par le grand bourgeois parisien dans son coin, c'est lui qui décide de tout et les autres qui obéissent. Il n'y a aucune place pour l'initiative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est tellement hérité que beaucoup de catholiques qui se font les apôtres de la doctrine sociale de l'Église, qui vous expliquent les grandes valeurs de partage, etc., sont en réalité les plus virulents dans ce modèle, qu'ils propagent de façon quasiment inconsciente. Ils ne se rendent même pas, je leur fais le bénéfice de la bonne foi, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont comme ça, qu'ils fonctionnent comme ça, et qu'ils ne reconnaissent comme égal, comme humain, que ceux qui leur ressemblent et qui sont dans l'entre-soi. Et ils excluent spontanément tous ceux qui n'en font pas partie, même pas par haine. Ils disent mais non, je les aime bien, mais enfin comment peut-on me reprocher quelque chose? Tu les aimes bien comme une dame patronesse aime bien les pauvres, mais tu ne les reconnais pas comme tes égaux. Et donc moi, j'en pouvais plus de voir ça. Je l'ai vu dans le privé, je l'ai vu dans le public. Alors dans le public, j'ai parfois vu des gens un peu plus ouverts d'esprit, notamment parce qu'ils venaient de milieux plus modestes. Mais j'ai vu aussi des turiféraires, c'est-à-dire des gens qui venaient de milieux modestes et qui se disaient mais c'est comme ça que ça doit marcher parce que moi je suis devenu sous-chef et je veux surtout pas que les gens en dessous de moi soient associés à des décisions parce que mon statut serait écrasé. Et moi je pouvais plus de cette concentration, j'en pouvais plus à titre personnel parce que je me disais mais moi en plus je suis pas là-dedans, je m'en fous. Bon. Et puis moi parfois je trouve qu'il y a une caissière, une réceptionniste qui a des réflexions plus intelligentes que le chef d'équipe, voilà, et ça m'intéresse de les écouter. Et surtout, je pense que c'est très dangereux pour le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font la grande bourgeoisie parisienne sont des gens dépassés. Ils sont largués par le progrès. Ils ne comprennent rien à la technique, ils ne comprennent rien au numérique, ils ne comprennent rien aux problématiques du monde contemporain. Ils sont incapables de se mettre à la place des autres, donc ils ont une intelligence émotionnelle très faible. Et ce sont des gens qui sont largués par leur époque. Moi, j'ai entendu de ces grands bourgeois qui étaient en position de commandement, qui faisaient des catastrophes sur catastrophes, et qui disaient, bien, je ne comprends pas les gens. Ben oui, mon gars, je pense que tu es con. C'est-à-dire que tu as des super diplômes, tu as fait des grandes écoles, tu viens d'un très bon milieu, tu as fait de très bons lycées, mais tu ne comprends pas les gens avec qui tu travailles. Voilà. Et ça, en termes de conduite des affaires et des entreprises, je pense que la France paye le prix fort de cette bêtise émotionnelle des grands bourgeois parisiens. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est évincer ces gens-là, les écarter du pouvoir et les renouveler. Voilà. Allez, je suis allé très vite. Je suis à peu près à 15 minutes. J'avais promis que je ne ferais pas plus de 15 minutes, donc je reste à mes 15 minutes, je reste à ma promesse. Si vous avez envie de réagir, aidez-moi à faire les prochains épisodes. Demandez-moi des éclairages, ou éclairez-moi sur certains points, faites-moi vos remarques. Voilà. Je pense que nous devons sauver ce pays en dégageant la grande bourgeoisie parisienne qui est au pouvoir, parce que jour après jour, elle est tellement puante d'orgueil
tellement sournoise à faire des petits sourires et ça jamais dire les choses en face, tellement incapable de se remettre en cause parce qu'elle se croit supérieure, qu'aujourd'hui ces gens-là menacent le pays et tant que nous ne les aurons pas chassés de leur position, nous ne parviendrons pas à renouveler notre univers, notre société, nos institutions, notre économie. À bientôt!